préparateur agronome, donc en 80. Et il a découvert les effets électriques avec son frère, Jacques. 1895, c'est évidemment une grande année pour lui, puisqu'il passe sa thèse de doctorat le 6 mars sur ce qui s'appelle toujours la loi de Curie et le point Curie. Il est nommé professeur d'électricité et magnétisme à ce qui s'appelait à l'époque l'école municipale de physique et chimie industrielle de Paris. Et il se marie avec Marie Sklodowska le 26 juillet de cette même année. Et Marie Sklodowska était d'ailleurs une des élèves du laboratoire. Comme quoi, je le dis souvent, vous voyez que nous, les professeurs, on fait quand même un métier dangereux. Marie Sklodowska-Curie. Donc, elle est née à Varsovie, ce qui était l'Empire russe à l'époque. Elle a son diplôme de fin d'études secondaires à 16 ans, avec la médaille d'or, ça ne va pas vous étonner. Et là, c'est fini, parce qu'une fille, effectivement, là-bas, dans l'Empire russe, ne fait plus d'études, c'est terminé. Elle est au bout de ses études. Et elle arrive à Paris, vous voyez, en 1891, donc on est déjà quand même un certain nombre d'années après, tout simplement parce que sa sœur était à Paris, elle avait épousé un médecin. Elle faisait de son côté des économies pour accueillir sa sœur. Elle-même travaillait comme gouvernante, donc faisait aussi des économies. Et en 91, voilà, elle a assez d'argent pour venir. Le 3 novembre, elle s'inscrit à la faculté des sciences. Elle est reçue première en 93, ça pour vous étonner, à licence de physique. Seconde à celle de mathématiques, ça c'est son diplôme de licencié en sciences physiques. Et elle rejoint, vous voyez, en 1894, donc le laboratoire où travaille Pierre Curie sur le magnétisme. Et alors on avait créé peu de temps avant un concours d'agrégation pour l'enseignement des jeunes filles, avec donc des professeurs qui du coup devaient être des femmes. Ça, les hommes ils n'ont rien pu venir à l'époque, et ils disaient maintenant ce sont des femmes. Et là il y avait donc un concours spécial pour les filles. Et elle s'inscrit en section mathématiques, évidemment elle a reçu première. Et c'est encore vrai aujourd'hui, normalement, quand vous avez l'obligation, vous devez prendre un poste dans l'enseignement secondaire. Elle refuse. Elle dit non, je veux faire de la recherche. Heureusement pour l'humanité après. Et je veux préparer une thèse de doctorat. Et le 26 juillet 1995, évidemment, le même jour que Pierre Curie, elle épouse Pierre Curie. Alors, les voilà, donc, quasiment la photo du mariage. Ils partent en voyage de noces à bicyclette. Et la photo est un sujet de thèse, donc ils en discutent entre eux. Or, Pierre Curie était un camarade d'école, de cette fameuse école MPCI, de Henri Becquerel. Et il dit à Marie Curie, il dit, tu devrais reprendre ce truc-là qu'a découvert Henri Becquerel, c'est assez intéressant, on ne fait plus grand-chose là-dessus, ça peut être intéressant pour un sujet de thèse. Et c'est là qu'intervient le réflexe de chimiste. Donc elle se dit, il n'y a pas assez d'uranium dans les sels, donc je vais prendre des minerais, je vais travailler sur des minerais. Et que fait un ou une chimiste pour découvrir un phénomène que Becquerel a vu sur les sels d'uranium? Elle dit, je vais isoler l'uranium. Et comme ça, ce phénomène qu'il a vu un petit peu, je vais le voir beaucoup plus. Et elle le voit beaucoup moins. Et toute la découverte, évidemment, après, vous l'avez ici avec son mari au milieu, M. Petit, qui était l'assistant de Pierre. Et évidemment, Pierre joue quand même un rôle important, parce qu'on m'a fait remarquer une fois, il dit oui, mais vous voyez Marie Curie, mais Pierre, c'est quand même lui qui lui a fabriqué son premier détecteur. C'est quand même grâce à ce détecteur qu'elle a pu faire ces mesures-là. C'est vrai, on est d'accord. Il ne faut pas l'oublier non plus. Le laboratoire de la rue Gaumont, donc École nationale supérieure, ici, rue Gaumont. Et voilà la publication qui déclenche tout, c'est la publication du mardi 12 avril 1898. Alors on m'a fait remarquer une fois, on m'a dit oui, mais vous nous avez dit que l'académie se réunissait le lundi et là c'est un mardi. Elle dit oui, parce que le dimanche c'était le dimanche de Pâques et donc le lundi personne ne travaillait. Donc pour une fois, l'académie se réunit le mardi, tout va bien. Et c'est ce tableau-là qui est ici, donc sa publication, les rayons émis par les composés d'uranium et du thorium. Alors vous allez voir, son nom va changer, c'est assez curieux là, c'est Madame Sklodowska-Curie. Donc elle n'était pas à l'Académie, elle n'a d'ailleurs jamais été à l'Académie, bien malgré ses 2 prix Nobel, présentée par M. Lippmann. Et ici, voilà, je vous l'ai remis un petit peu mieux là. Alors, intensité en picoampères, ça c'est donc l'appareil que lui avait fabriqué Pierre Curie. Donc l'émission de rayonnement se traduisait par une ionisation en fait, du milieu dans lequel elle était.
ça faisait des charges électriques, et à partir de là, on convertissait ça en courant électrique. Alors c'est une intensité évidemment très 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 faible, mais proportionnelle en fait à cette émission de rayonnement. Et voilà ce qu'elle trouve. Alors je vous parlerai plus tard de la ligne 3, là où il y a un petit 2 comme signal. On va regarder le reste. Donc uranium, métal, 24, oxyde de thorium, 53. Et vous voyez, pêche blinde, c'est les minerais sables. Et pêche blinde donc, de Joachim Stahl. Alors Joachim Stahl, pour la petite histoire, c'est donc la vallée de Saint-Joachim, en Bavière. Et c'est là où Clapont avait pris ces minerais d'uranium. C'est là-dessus qu'il avait découvert l'oxyde d'uranium. Et c'est une mine où, 3 siècles avant, on exploitait l'argent. Il y avait de l'argent dans ces mines. Et les nobles qui étaient propriétaires de ces mines, à l'époque, quand vous étiez propriétaire de mines d'argent, eh bien, vous aviez le droit de frapper votre monnaie. Et donc, la monnaie de la vallée de Saint-Joachim Thaler, a donné le mot Thaler, qui vient de là, c'est une monnaie, mais aussi le dollar, vous savez que dollar, ça vient de Thaler. Donc ça vient de cette vallée de Saint-Joachim. Vous voyez, c'est pour ça que je ferme ma parenthèse, c'est juste pour la culture générale. Pêche blinde, 83, uranium métal, 24. Donc elle isole en fait l'uranium de minerai, et là où elle trouvait 83, elle pensait que je vais trouver 2000, ou à la rigueur 200, 500, elle trouve 24. L'autre pêche blinde, pareil, elle trouve plus. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Vous voyez la chalconite qui est là, c'est assez facile à fabriquer, parce qu'il y a du cuivre, il y a de l'oxyde d'uranium, il y a du phosphate, et donc elle fabrique une chalconite synthétique, et elle compare à une vieille chalconite qui a des centaines de millions d'années. Bien sûr, dans celle qu'elle vient de fabriquer, ben, elle retrouve 24, c'est logique. En revanche, dans l'autre, il y a 52. Et c'est ça qui lui fait dire, est-ce qu'il n'y aurait pas dans la langue de mon minerai des éléments qu'on ne connaît pas et qui seraient plus émetteurs de rayonnement que l'uranium lui-même? Bon, elle se dit, je ne vais pas trimballer émetteur de rayonnement comme ça chaque fois, il faut que je trouve un mot qui résume tout ça, et c'est là qu'elle invente le mot radioactif. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas des éléments plus radioactifs que l'uranium lui-même? Et c'est là qu'elle entreprend, tout le monde connaît l'histoire, des séparations chimiques, qu'elle invente d'ailleurs, hein, et elle isole, donc là, tout le monde la voit touiller ces espèces de chaudrons, là, où elle a dissous ça dans l'acide nitrique, et elle s'aperçoit donc en fait, elle concentre la radioactivité, d'une part en précipitant avec du bismuth, et d'autre part en précipitant avec du barium. On va voir ça dans un instant. Et donc, on arrive au 18 juillet, c'est bien un lundi cette fois-ci, 1898. C'est la note qui est là, sur une substance nouvelle, radioactive. C'est écrit comme ça, radioactive, à l'époque, dans la publication, contenue dans la pêche blinde. Note, alors vous voyez, elle s'appelle Escurie maintenant, hein, c'est curieux, on pourrait croire que c'est son prénom, alors qu'en fait c'est Sklodowska. Note de M. Pécurie et Mme Escurie, présentée par M. Becquerel. Il n'y a pas de droit à H, lui, bon, c'est comme ça. Donc voilà, alors on a le trio là, ils sont là tous les trois, comme acteurs. Vous voyez que la petite étoile qui est là, en fait, ce travail a été fait donc, à l'école municipale de chimie industrielle. Nous remercions tout particulièrement M. Bémon, chef de travaux de chimie, pour les conseils et l'aide qu'il a bien voulu nous donner. Alors vous voyez, ça c'est, même encore aujourd'hui, ça se fait de plus en plus, mais à l'époque c'était assez exceptionnel qu'on cite dans une publication le technicien qui a travaillé avec vous. Et même M. Bémon va se retrouver d'ailleurs parmi les auteurs des publications après. C'était vraiment un signe de l'ouverture d'esprit des curies à l'époque. Donc là, nous croyons que la substance que nous avons retirée de la pêche blinde contient un métal non encore signalé, voisin du bismuth et de ses propriétés analytiques. L'existence de ce beau métal se confirme. Nous proposons de l'appeler polonium, du nom du pays d'origine de l'un d'entre nous. On sait bien qui. Monsieur de Marseille, alors ça, peut-être certains d'entre vous ont vu une pièce qui s'appelait Les Palmes de M. Schultz et qui reprend cette découverte dans le laboratoire d'ailleurs qui a été très très bien reconstitué de la rue du Monde. Et en fait, on voit M. de Marseille qui arrive dans le film, et c'est aussi un camarade d'école de Pierre Curie. Alors pour Pierre Curie, c'est un individu qui a mal tourné parce qu'il s'est vendu à l'industrie et il vend des appareils, donc au lieu de faire de la recherche,
Vraiment, c'est pas noble du tout. Et ils ont des spectrographes, c'est-à-dire des appareils qui permettent d'identifier des éléments. Il suffit de mettre dans l'appareil et il vous dit, bah, ça, c'est de l'arsenic, c'est du fer, c'est du nickel, etc. Et vous voyez dans le film, il y a Pierre et Marie Curie qui, ici, on va faire une bonne farce de Marseille, parce que depuis le temps qu'il nous dit que ces appareils qui sont vraiment impeccables, qu'il peut trouver n'importe quoi, on va lui donner un petit peu là, de polonium, on va lui demander ce que c'est. Et donc, de Marseille arrive et on lui dit, alors, ça marche toujours aussi bien ces appareils, là, tu peux nous dire, on a un truc, on ne sait pas ce que c'est, là, tu peux nous dire ce que c'est? Alors, il le met, il dit non, l'appareil, et puis ben, il ne trouve pas, parce que personne n'avait jamais vu. C'est ça la recherche, quand vous faites de la recherche, ce qui est quand même très très jouissif, c'est quand vous êtes le premier à avoir quelque chose que personne n'a jamais vu dans le monde, quand vous êtes le premier. Et il dit, bah non, je ne vois pas. Et ben, vous voyez, c'est dans la publication. Monsieur de Marseille a bien voulu examiner le spectre du corps que nous étudions. Il n'a pas pu y distinguer aucune règle caractéristique, en dehors, évidemment, de celle qui était due à des impuretés. Et le 30 décembre, pardon, le 26 décembre, pardon, de cette même année, donc vous voyez, on travaillait même pendant la traite des confiseurs, à ce moment-là, sur une nouvelle substance fortement radioactive qu'on a eue dans la pêche même. Donc vous voyez, alors maintenant elle est devenue Madame P. Curie, hein, c'est toujours son mari, c'est Pierre Curie maintenant, et Monsieur Gébémon, vous voyez les noms, et c'est toujours Becquerel qui présente. La nouvelle substance radioactive que nous avons trouvée à toutes les apparences chimiques du barium, et à la page suivante, les diverses raisons que nous venons d'énumérer nous portent à preuve que la nouvelle substance radioactive renferme un élément nouveau auquel nous proposons de donner le nom de radium comme un rayon. Alors, très vite, vous voyez, on est en 1901, c'est-à-dire de 98-1901, très vite, on a une idée des effets possibles de ces rayonnements, des effets biologiques. C'est la publication qui est ici, qui est faite par Henri Becquerel, alors là il a son nom en entier, puis il y a Pierre Curie, Action physiologique des rayons de radium. Alors ce qui est rigolo, ce qui est raconté dans ces deux pages-là, c'est l'anecdote en fait, c'est-à-dire que, je vous ai dit que Becquerel et Curie étaient deux camarades d'école, donc ils se voyaient souvent, et un jour, il y a Becquerel qui dit à Pierre Curie, il dit, c'est bizarre parce que j'ai une tache là, rouge sur le ventre, là, regarde, il dit, non, tu vois, c'est une tache. Alors Pierre Curie dit, mais c'est pas dans la poche de ton gousset là, que tu mets tes sels d'uranium? Alors il dit, bah si. Alors, Pierre il dit, bah c'est peut-être ça. Elle dit, écoute, tu sais pas ce que tu vas faire, vous voyez tout de suite le chercheur. Tu vas me donner des ailes, moi je vais mettre dans les deux poches pour moi. Et 3 semaines après, il se revoit et Pierre Curie dit, regarde, j'ai 2 taches. Et c'était raconté dans les 2 pages qui sont là. C'est déjà une radiodermite quand même, hein. C'est pas neutre. Non, je suis en train d'appuyer sur l'arrière, pardon. Voilà, ici à la fin, vous voyez quand même, sur les mains ont une tendance générale à l'escalation. Les extrémités des doigts, bien sûr, qui ont tenu les tubes et capsules, parce que c'est là, évidemment, que c'est dangereux, renferment des produits très actifs, deviennent durs et parfois très douloureuses. Pour l'un d'entre nous, l'inflammation de l'extrémité des doigts dure une quinzaine de jours et s'est terminée par la chute de la peau, mais la sensibilité douloureuse n'a pas encore complètement disparu au bout de 2 mois. Vous voyez, ça en est quand même en 1901. Alors, un mot sur cette ligne-là, dans la publication, je ne vous en ai pas parlé, je vous en parle maintenant. La publication de Marie Curie, c'est très intéressant de voir ça. Vous voyez, elle met, alors, fluoxytantalate de potassium, ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'uranium, il n'y a pas de thorium là-dedans. Il y a du fluor, il y a de l'oxygène, il y a du tantal, il y a du potassium. Et pourtant, elle trouve un signal. Elle n'en parle pas du tout dans la publication. Rien, il n'y a pas un mot. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, si je dis quelque chose, je vais dire une connerie. Donc, c'est pas la peine. Hein? Vaut mieux que je dise rien. En revanche, pour elle, vous voyez ça, c'est une vérité scientifique. Vous pouvez être sûr que cette expérience-là, elle l'a faite, refaite. Elle a toujours trouvé un signal. Il y a un truc. Alors évidemment, aujourd'hui, on le sait, c'est potassium carbe. Hein? Mais à l'époque, elle ne pouvait pas imaginer. En revanche, voilà, la vérité scientifique, elle est là. Elle a dit, c'est parce que je ne sais pas, je n'ai pas assez de connaissances aujourd'hui pour dire d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, mais c'est sûr qu'il y a un phénomène. Parce que la vérité, elle est là. En revanche, je me tais parce que c'est pas la peine que je dise quelque chose. Cela est contre les plus grands principes de la vie. Donc on a avancé d'un cran, vous voyez, Becquerel disait, j'ai trouvé quelque chose qui concerne l'uranium,
Et Pierre et Marie Curie, en fait, démontrent que, en réalité, ce phénomène est lié à l'instabilité de la matière et ça touche tous les éléments depuis le 92 pour revenir en fait jusqu'au 82 et au 83, c'est-à-dire le plomb et le bitume, qui sont des éléments stables. Et donc ces éléments, en fait, modifient leur structure, l'uranium, le thorium et les autres, là, les radium, les polonium, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à la stabilité. Mais à l'époque, évidemment, personne ne pouvait imaginer que du fer puisse être radioactif, que du nickel puisse être radioactif, etc. Alors ça, c'est un extrait du... Donc ils vont avoir le prix Nobel, tous les trois, en 1903. Donc c'est la 3e année du prix Nobel. Alors en fait, il est partagé en deux, le prix Nobel. Il y a la moitié pour Henri Becquerel et l'autre moitié pour le couple Curie. Et vous voyez, le discours Nobel de Pierre Curie, c'est 1905. Alors c'est assez drôle parce que, en fait, bon, c'était les débuts du prix Nobel, hein, donc ça n'avait pas l'importance que ça revêt aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous avez le prix Nobel et qu'on vous dit, tiens, il faut aller le chercher tel jour à Copenhague, vous y allez, quoi. Hein, c'est pas Copenhague, c'est Stockholm, pardon, à Stockholm. Vous y allez, vous ne discutez pas. Et là, en fait, non. Pierre et Marie Curie, ils disent avec quelqu'un, puisque toi tu y vas, t'en profites, nous on a du boulot là, au laboratoire, on va pas perdre notre temps à aller à Stockholm, donc tu vas nous ramener notre prix. Alors, le pauvre Becquerel, quand il réclame le prix des Curie pour le ramener, elle me dit ça va pas, non? Il faut qu'ils viennent le chercher, il doit faire un discours Nobel, c'est la tradition, même encore aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le discours Nobel, il doit faire un discours, autrement ils n'ont pas leur prix. Du coup, 2 ans après, vous voyez, ils y sont allés, et ça c'est assez intéressant. On peut se demander si l'humanité, donc c'est un extrait du discours de Pierre Curie, a avantage à connaître les secrets de la nature, si elle est mûre pour en profiter, ou si cette connaissance ne lui sera pas nuisible. L'exemple des découvertes de Nobel est caractéristique. Les explosifs puissants ont permis aux hommes de faire des travaux admirables. Ils sont aussi un moyen terrible de destruction entre les mains des grands criminels qui entraînent les peuples vers la guerre. Je suis de ceux qui pensent, avec Nobel, que l'humanité tirera plus de bien que de mal des découvertes nouvelles. Ça, c'est toujours, évidemment, le chercheur qui fait une découverte ne peut pas s'empêcher de se poser la question de ce qu'on va faire de ces découvertes. 1905, c'est assez triste, hein, puisque vous le savez, l'année suivante, malheureusement, Pierre Curie donc, se fait écraser par ce qu'on appelait un camion à l'époque, c'était un camion tiré par des chevaux. Il a glissé en fait sur la chaussée qui était mouillée. Peut-être qu'il y en a qui disent que bon, il était dans ses pensées, qu'il n'a pas fait très attention, c'est possible, enfin ça arrive à tout le monde. Et Marie Curie, en fait, vous le voyez, à la fin de l'année, elle reprend le boss de Pierre Curie. Et elle démarre sa leçon, qui était sa première leçon, la leçon inaugurale, exactement là où Pierre Curie avait abandonné son cours avant d'être écrasé. Hein. Bon, vous avez là, tous les étudiants qui sont là, très bien, leur prof leur dit « Bon, bah écoutez, voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui, et mardi prochain, quand on se revoit, je continue. » Pierre Curie a dû dire la même chose, sauf qu'il n'y a jamais eu de suite. Hein. Et Marie Curie reprend juste à cet endroit-là pour rendre hommage à son âme. Alors, elle a fait donc un manuel de radioactivité. Alors, moi aussi j'ai fait un manuel de radioactivité, mais franchement, là, moi je ne peux pas écrire ça. Et quand vous lisez ça en haut, quand même, ça jette. Hein. Madame Pierre Curie, professeure à la Sorbonne, prix Nobel de physique, prix Nobel de chimie. Alors vous savez, encore aujourd'hui, c'est la seule personne. Parce que j'avais écrit une fois que c'est le seul être humain à avoir eu le prix Nobel. On dit oui, mais de toute façon, le prix Nobel est accordé qu'à des êtres humains. Donc c'est pas ce que je voulais dire. C'est la seule personne, même encore jusqu'à aujourd'hui, donc homme ou femme confondus, qui a eu 2 prix Nobel dans 2 disciplines de sciences dures différentes. Ils sont 4 à avoir eu 2 prix Nobel. Contrairement à ce que j'ai lu une fois dans un apéricube où on disait que la seule personne qui a eu 2 prix Nobel, la réponse c'était bien Marie Curie, mais c'était la réponse peut-être pas bonne. Mais ils sont 4. Mais les autres, vous voyez, Pauling a eu le prix Nobel de chimie et le prix Nobel de la paix, quelques années après. Et les 2 autres, Barney et Sanger, ont eu le même, enfin, le prix Nobel, c'est pas mal, remarquez, c'est bien d'en avoir 2, hein. Pas ce que je veux dire, mais c'est 2 fois le prix Nobel en physique et 2 fois le prix Nobel en chimie. Elle, en physique et en chimie.
Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette découverte qu'il vient de faire, il faut se rendre compte un petit peu des choses, c'est que cette découverte de la radioactivité, c'est une propriété en fait du noyau atomique qui permet, ce que je disais tout à l'heure, à un noyau instable de revenir vers la stabilité. Et cette découverte est faite alors qu'on ne sait même pas que le noyau ça existe. Le modèle qu'on a, c'est toujours ce fameux modèle de Thomson que vous avez vu tout à l'heure, la petite bille fermée, dans laquelle on ne peut pas pénétrer, c'est tout. Hein. C'est toujours le modèle de Thomson. Et au contraire, vous voyez, Marie Curie, elle va prêter une source de polonium à Ernest Rutherford, et c'est dans cette expérience célèbre qu'a fait Ernest Rutherford, mais grâce à la source de polonium de Marie Curie, qu'il va effectivement rentrer à l'intérieur de la matière, rentrer à l'intérieur de l'atome, et découvrir donc le noyau. Alors c'est une expérience que tous les étudiants évidemment connaissent. Voilà Rutherford. C'était aussi un grand physicien, très brillant, puisque à 13 ans il obtient une bourse de la reine Victoria pour aller faire ses études donc en Angleterre. Or il est néo-zélandais. Vous imaginez un gamin comme ça, du jour au lendemain, qui va partir, qui va se taper 3 ou 4 mois de bateau pour aller de Nouvelle-Zélande jusqu'à Cambridge, où il est arrivé, et en sachant qu'il se coupe de sa famille. Quand les étudiants se coupent de leur famille, là, pour être coupé, t'es coupé. Hein. Et voilà, donc il l'a fait. Et alors, vous voyez, la source de polonium, en fait, va émettre ce qu'on appelle des alphas, des rayons. Il a fait le vide, évidemment, pour que ces rayons puissent passer, mais il met une lame d'or. Et normalement, si le modèle de Thomson est bon, c'est-à-dire si vous empilez comme ça des petites billes, tous les alphas vont s'écraser sur la lame d'or et aucun ne va passer. Alors il avait un peu une idée derrière la tête parce que vous voyez, il y a écrit A et O là, sur la surface de cette lampe, il avait mis du sulfure de zinc qui a des propriétés scintillantes, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'un des alphas arrive sur cette substance, ça fait un petit signal, ça brille, ça fait un petit point brillant. Sauf que là, ça va contre toutes ces espérances, parce qu'ils pensaient que peut-être on pouvait en dévier quelques-uns, mais en réalité, sur 100 000 alphas qui sont émis par la source de Marie Curie, eh bien, il y en a qu'un qui est dévié, quoi. Ils vont tous s'écraser ce point comme s'ils n'avaient rien rencontré du tout. C'est l'hypothèse, évidemment, de ce noyau, vous connaissez bien aujourd'hui, qu'on appelle le modèle planétaire de l'atome. 7 mars 1911, vous voyez, on est déjà en 1911. Le nouveau modèle de l'atome consiste en une charge électrique centrale, concentrée en un point et entourée par une distribution sphérique uniforme d'électricité de signes opposés de quantité égale. Donc, pour l'instant, on sait qu'il y a des électrons à l'intérieur de l'atome, parce que son patron, il est dans le laboratoire de Thomson. Hein. Son patron, c'est Thomson, Joseph John, que vous avez vu tout à l'heure. Et donc, il vient de découvrir l'électron. Et donc, il y a bien des électrons à l'intérieur de cet atome qui sont chargés négativement. Et donc, il y a une espèce au centre de petit truc dur, tout petit, parce que c'est très rare qu'il y ait une interaction justement avec un alpha, 1 sur 100 000. Hein. Donc, de signes opposés, parce que l'atome, globalement, il est neutre. Donc, il faut que le bilan, évidemment, soit neutre. Alors évidemment, à cette date, vous voyez, il y a tout quoi faire. On ne sait rien des constituants du noyau. On sait maintenant que bon, il y a un noyau, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Rien à répartition des charges électriques. Et c'est la fille de Marie Curie, Irène, avec son mari, qui vont apporter une réponse décisive en contribuant à la découverte du neutron et en découvrant donc, la radioactivité dite artificielle. Et on verra, ça sera la troisième partie, Irène Joliot-Curie qui va donc démontrer la fission de ce noyau atomique. Donc on entame la deuxième partie avec les enfants cette fois-ci. Donc Irène Curie, doctorat en sciences en 25, assistante de sa mère à l'Institut du Radium. Là, il rencontre Frédéric Joliot qu'elle épouse en 26. Elle est maître de conférence au Collège de France, puis professeure sans chaire, donc à la faculté des sciences de Paris. Elle est directrice de l'Institut du Radium en 46, et elle occupera la chaire de physique générale et radioactivité dont sa mère était la première titulaire. Pour la petite histoire, pourquoi je connais cette histoire? Parce que j'ai eu l'honneur, on va dire comme ça, la chance et l'honneur, d'occuper moi aussi cette chaire à Paris 6, dans l'université Paris 6. J'ai été le 5e successeur de Marie Curie, 4e après Irène Joliot. Puis quand j'ai été nommé au CNAM, en fait, je suis parti dans l'université, je n'ai même pas été remplacé. Donc la chaire a disparu quand même dans une université qui s'appelle Pierre-Marie Curie, c'est un peu fort, un peu connu. Et parce que maintenant ça porte des numéros de toute façon, hein. Bon, c'est fini, on a
d'applaudir à Paris quand même. Ça, tout le monde s'en fiche, c'est les problèmes financiers qui l'emportent avant. En 1936, elle a même fait de la politique, elle était sous-secrétaire d'État sous François Hollande. Donc voilà, la mère et la fille travaillent. Pendant la guerre, il y a eu un film qui a été fait il n'y a pas très longtemps, heureusement, pour rendre hommage aussi. Ça, c'est-à-dire que, vous le savez, c'est les véhicules, on appelait ça des petites curies. C'est-à-dire qu'on avait réquisitionné des taxis, on les avait équipés avec ses premiers appareils de radiologie. Et Marie Curie, elle a entraîné donc, sa fille Irène dans cette aventure. J'ai quand même un peu entraîné parce qu'elle, Marie Curie, bon, elle n'était pas vieille, hein, mais elle était quand même déjà un peu d'un âge avancé, alors que la fille avait 19 ans, c'est quand même là qu'elle a pris les doses les plus fortes, ce qui explique qu'elle se montre relativement jeune. Ce n'est pas la radioactivité qui l'a tuée, du moins, c'est l'émission des rayons X de ces appareils. Et donc, tout simplement parce que, si vous voulez, au lieu des éclats d'obus dans les soldats, parce que si l'éclat était rentré par ici, ça se trouve, il pouvait être logé complètement derrière, et quand vous n'avez pas, un chirurgien, il partait là où c'était à rentrer, et puis il cherchait après à terminer jusqu'au bout. Alors que là, on faisait évidemment un cliché comme vous connaissez, et puis on disait, c'est pas la peine de percer complètement, il suffit d'aller derrière, découper, vous allez trouver tout de suite l'éclat d'obus, vous allez sortir. Elle a sauvé des milliers de soldats. Elle a aussi, je crois que c'est la diapo que j'ai mis derrière, voilà. Elle a fait de la formation, des profs de toute façon, donc la voyez ici, elle a pris sa fille, à des médecins américains donc, qui étaient venus, elle les a formés en tant que radiologue aussi pendant la guerre, pour qu'ils fassent la même chose. Et les dernières images que je vous montrerai, pendant qu'elle était allée donc, reçue en grande pompe par les Américains, en fait c'était en hommage à toute cette période où elle avait aidé évidemment pour la guerre. Alors, Frédéric Joliot, en fait, il s'appelait Jean. Frédéric, et il a préféré choisir Frédéric, c'est son droit. Ingénieur, alors l'école, vous voyez, maintenant, ça s'appelle supérieure, ça s'appelle plus municipale, mais c'est la même, école supérieure de chimie de Paris, docteur des sciences en 1930, et nommé professeur chimie nucléaire au Collège de France et directeur du laboratoire de synthèse atomique de ce qui s'appelait à l'époque la CNRS, c'est-à-dire la Caisse nationale de recherche scientifique. À la fondation du CEA, il est nommé haut commissaire, où il reste pendant 5 ans. Membre de l'Académie des sciences en 1958. Alors, quand vous regardez ça, quand même, c'est un peu troublant. Déjà, Marie Curie, elle n'a jamais été, c'était une femme, ça faut le dire aussi, hein, jamais été à l'Académie. Ça veut dire la seule personne à avoir deux prix Nobel, dans 2 disciplines différentes. Et lui, vous voyez, pourtant, il a eu le prix Nobel en 1935. On a l'impression que, parce que c'est un club très fermé, hein, l'Académie des sciences, hein, on a l'impression qu'on a attendu, vous voyez, la date de sa mort, on s'est dit, attendez, déjà, on a été un peu ridicule avec les parents. Lui, il en a plus pour très longtemps, il faut quand même qu'on élise à l'Académie, il ne faut pas qu'on se ridicule jusqu'au bout. C'est un peu triste quand même de voir des choses comme ça. Bref, le voilà au travail avec son épouse, et toujours pareil, dans les comptes rendus de l'Académie des sciences.